Stamattina mi sono alzata, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzata e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E quelle genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. Ma questo è il fiore di un partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E liberiamoci un'altra volta. Prima lavoravamo e lottavamo durante la resistenza, adesso lottiamo contro un'altra cosa, il virus. Ma questo virus è gente, questo virus è brutto, brutto, perché questo virus vuol dire la natura contro di noi, vuol dire che abbiamo fatto arrabbiare talmente il mondo animale e vegetale che ci vengono addosso. Vuol dire che l'economia non va bene così, che va cambiata, che va cambiato tutto. E quindi questa è la nostra resistenza di adesso, la resistenza di oggi. Arrivederci, saluti, ci vediamo liberati anche questa volta. Ci vediamo quando saremo liberati. Ciao a tutti. Ciao. Ma questo è il fiore di un partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Elle consacre sa vie aux femmes battues, mariées de force ou victimes de mutilations. Rada Hatem est médecin gynécologue. Exceptionnellement, elle a accepté nos caméras dans sa maison des femmes à Saint-Denis, près de Paris. C'est un centre qu'elle a créé il y a 2 ans et qui est venu en aide à plus de 3000 victimes. Portrait signé Mickaël Guilleux, Pauline Lormand et Malcolm Girard. Elle a construit une maison qui chante. Est-ce que quelqu'un a envie de partager son histoire avec nous? Une maison où elle écoute les femmes blessées. Cette groupe de parole m'a sauvé la vie. J'ai retrouvé un peu d'espoir ici. Pour essuyer leurs larmes. Ce lieu est plutôt un refuge, comme une main tendue, c'est ce qu'elles disent souvent. Elles disent c'est la première fois qu'on m'ouvre une porte, c'est la première fois qu'on me tend la main, c'est la première fois qu'on me donne de l'espoir. Vous êtes des femmes à part entière. Ce matin, elles sont une vingtaine autour du docteur Hatem. Des migrantes pour la plupart, venues se libérer. J'arrive pas à parler de ça, j'en parle à personne. Il s'habitue intérieurement. Affronter leur excision. Il me manque toujours quelque chose dans ma vie et c'est ça, et je veux qu'on me le rende. Souvent, j'ai même envie de mourir et de renaître pour avoir tout ce qu'il faut. On a fait quelque chose sur votre corps et c'est vous qui avez honte. Et c'est ça que je trouve quand même très difficile pour vous. Alors que c'est pas vous qui devriez avoir honte. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver ici? Vivre en paix, même sans mari, c'est bon. Sans mari? C'est ça. Vivre en paix. Vivre en paix. Être en paix avec moi-même. C'est devenu le combat de sa vie.
Il y a 2 ans, cette médecin gynécologue ouvre une maison pour secourir les femmes victimes de violences. Elle y réunit médecins, psychologues, policiers, tous ceux qui peuvent aider. Vous auriez besoin qu'on renforce votre confiance en vous. Et devient un peu plus qu'une médecin. Il faut être militant. Oui, un peu quand même. Parce que c'est un petit peu au-delà du soin. Des patients qu'on n'avait pas imaginé prendre en charge viennent toquer à notre porte. Et donc, on est sans arrêt en train de refaire le monde. Ça, c'est fatigant, refaire le monde tous les jours. En tant que gynécologue, et puis en tant que gynécologue un peu engagée aux côtés des femmes, notamment pour le droit à disposer de leur corps, la virginité est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais quand tu me dis sacralité et virginité, moi j'ai envie de frapper. Parce que justement, mon objectif serait de désacraliser la virginité. Alors, si tu veux, ce qui est compliqué, c'est que, bien sûr, faire l'amour la première fois, ce n'est pas rien. Et ça devrait être pour tout le monde une expérience très volontaire, donc la question du consentement, mûrement réfléchie, pas pour faire plaisir à son petit copain parce qu'on aurait peur de le perdre si on refusait, alors qu'on ne se sent pas prêt. Donc il y a plein de sujets autour de faire l'amour la première fois. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que dans virginité, il y a 2 sujets insupportables. Le premier, c'est cette exigence des familles à maintenir leur fille vierge parce que sinon elle serait du second choix. Elle déshonorerait la famille. Et si tu veux, c'est très insupportable de se dire de quel droit je vais évaluer ma fille comme une marchandise. Et puis jamais je ne m'interroge sur est-ce que mon fils a déjà fait l'amour, parce que de toute façon, je m'en fous, c'est pas grave. Et bien sûr, je comprends pourquoi pour les familles, c'est pas la même gravité, parce que il y a quelques années, quand un garçon, par exemple, avait rendu enceinte la moitié du quartier, il n'y avait aucun problème. Il suffisait qu'il nie. Et puis tout allait bien. Et on ne croyait pas tellement les jeunes filles. Alors qu'aujourd'hui, avec les tests de paternité, c'est plus compliqué pour lui, parce qu'il peut dire « mais je la connais pas, celle-là, je l'ai jamais vue ». Sauf que si elle est enceinte, elle va pouvoir soit le poursuivre, soit lui demander de participer aux frais de l'enfant, etc. Donc c'est moins anodin, déjà, pour un garçon d'avoir eu des rapports. Et puis pour les filles, on les persuade qu'en fait, être vierge, c'est avoir la membrane qui existe ou n'existe pas à l'entrée du vagin intacte. Ce qui fait qu'elles s'autorisent, et même elles vont plus facilement vers des pratiques sexuelles qui ne sont pas les plus banales, comme par exemple le sexe anal. En se disant, en ayant du sexe anal, je fais plaisir à mon petit ami, et je me préserve. Et là, tu as envie de dire, mais tu te préserves. Pourquoi est-ce que tu penses que quand tu as fait l'amour par l'anus, est-ce que tu es vierge? Qu'est-ce que ça veut dire être vierge? Et c'est toutes ces questions dont je discute avec mes patientes qui m'ont amené à te répondre, oui, je peux bien en dire quelque chose. Parce que moi, les patientes que je vois dans ce contexte de virginité, c'est des patientes qui veulent retrouver une virginité. Et quand tu leur expliques que tu pourras plus jamais être vierge, puisque vierge, ça veut juste dire avoir fait l'amour la première fois. Et à la limite, que ce soit par l'anus ou par le vagin, on s'en fout. Donc même si je leur recoue une petite membrane, ça pose des tonnes de questions. Tu vas démarrer ta vie amoureuse sur un gros mensonge. Quel est ce garçon auquel tu ne peux pas dire ce qui s'est passé dans ta vie? Et est-ce que lui, il est vierge? Et la réponse en général est non, docteur, lui c'est un garçon, il n'est pas vierge. Donc, tu vois, déjà en matière d'égalité homme-femme, on est mal. Et puis ensuite, de les aider à aller plus loin, c'est-à-dire, aujourd'hui, il t'a dit qu'il était très moderne et très ouvert, et qu'il serait d'accord pour tout, mais que quand même, c'était important que tu sois vierge. Et l'idée, c'est qu'elle se questionne sur qu'est-ce que ça va être demain, quand tu seras mariée. Puisque aujourd'hui, pour lui, il est plus important que tu sois vierge plutôt que tu sois intelligente, que tu sois vierge plutôt que tu sois autonome ou libre. Est-ce que tu ne crois pas que l'étape d'après, ça va être encore plus de coercition? Et maintenant tu t'habilles comme je veux, maintenant tu sors quand je veux, tu parles à qui je veux, tu ne travailles pas.
Et jamais elle se pose ces questions-là. Donc, je trouve que la virginité amène à se poser beaucoup de questions sur l'autonomie des femmes. Et bien sûr, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas de membrane et qu'on puisse jamais dire si une fille est vierge ou pas, et qu'elle fait ce qu'elle veut de sa vie, de son corps, et que son corps n'appartient ni à sa famille, ni à son mari, ni à son grand frère. Et c'est vachement dur. Et donc, c'est toi qui donne ces certificats de virginité? Alors, la plupart du temps, je ne donne pas parce que je trouve ça détestable. C'est comme si tu disais, cette vache est en bonne santé. Donc, je refuse, en général. Quand la jeune fille me dit, mais vous savez, si vous ne me le faites pas, ils vont m'emmener au bled chez un gynécologue, et là, ça va être la fin du monde. À ce moment-là, je ne les examine pas, je fais un certificat en tant qu'elle est vierge, je m'en fous qu'elle soit même pas vierge, tu vois. C'est juste quelque part, alors peut-être que je me raconte ça pour me donner bonne conscience, mais je me dis ça pourrait sauver leur vie. Tu vois, s'il y a une question de vie ou de mort, on va faire un faux certificat, c'est pas grave. Par contre, il m'arrive de les opérer quand elles me transmettent une détresse telle que ne pas être opérée, c'est pour elles vraiment hyper dangereux. Alors que j'essaie de leur dire qu'en fait, aucun homme, avec la bout de sa queue, ne peut savoir si une femme est vierge ou pas. Et que un hymen, ça se déchire pas avec un grand bruit, ça saigne pas des litres de sang, que plus d'une fois sur deux, ça ne saigne pas du tout d'ailleurs, même quand on est vierge. Et ça aussi, cette idée de il faut que la femme saigne, il faut qu'on puisse montrer à tout le village, c'est une intrusion dans l'intime qui est abominable. Et qui a conduit aussi à beaucoup de crimes d'honneur. Parce que si tu ne saignes pas, la conclusion immédiate, c'est tu m'as menti, tu n'es pas vierge. Donc j'ai le droit de te tuer, j'ai le droit de te rendre à ta famille, j'ai le droit de le dire à tout le village ou d'asperger d'acide. Donc vraiment, cette virginité, c'est un poison pour les femmes. Et je rêve d'un monde où il n'y aurait plus du tout de membrane, de rien du tout, où personne ne saignerait jamais. Et dans mes pires moments de folie, je me dis, il faudrait dévierger les petites filles à la naissance. Comme ça, c'est plus un sujet, c'est comme un garçon, personne ne sait. Mais bon, c'est un peu violent, je reconnais. Et dans tout ça, les sacrés? Alors on n'est pas très sacrés. On est très prosaïque et pragmatique à la Maison des Femmes. Après, on est très respectueux des coutumes des femmes quand ce ne sont pas des coutumes néfastes, parce que dans la série des coutumes, il y a quand même énormément de coutumes traditionnelles néfastes et pour lesquelles il est urgent de les désacraliser. Justement, si tu veux en parler de l'excision, c'est presque une caricature, mais il y en a plein d'autres, comme par exemple de faire avorter les filles en Asie quand elles sont enceintes d'une fille, ou bien d'enterrer les filles premières-nées, parce que quand tu as droit qu'à un enfant, ou bien quand l'arrivée d'une fille est une catastrophe parce que sa dot va te ruiner, tu préfères la tuer. Comme le lévirat, qui oblige dans certaines communautés, ça t'oblige à épouser le frère de ton mari si ton mari meurt, même si tu détestes son frère, c'est pas grave. Tu vois, toutes ces traditions néfastes sont catastrophiques. Donc là, je rejette complètement le sacré. Après, la spiritualité, chacun la met où il veut. Comme je te disais, par exemple, la première fois que tu fais l'amour, ça peut être un moment très sacré, très tout ce que tu veux, du moment que ce n'est pas un moment de violence, un moment qui sert à assurer son emprise sur toi et ton corps. Absolument. Il faut enlever l'hymen de toutes les petites filles. Comme ça, c'est plus un sujet. Ouais, peut-être on fera une pétition. Ok, je compte sur toi. Tu maîtrises le sacré plus que moi. Merci Gada, je te remercie vraiment infiniment. Bon courage. Ciao, à toi aussi. Ciao, ciao. Comment le confinement a changé mon approche du corps? Pour moi, en fait, ça ne s'est pas passé en termes de qu'est-ce que je vais faire dans mon corps. Mais ça s'est passé en termes au départ purement économique, puisqu'il y a des gens qui sont engagés à mon travail et que donc je leur ai proposé immédiatement de se retrouver autour de mon travail en ligne. J'ai jamais eu la chance d'avoir des gens qui viennent tous les jours. Alors il y a un groupe qui s'est inscrit tous les jours et il y a des gens qui viennent de temps en temps. Et donc, d'avoir des gens qui s'inscrivent
tous les jours, c'est extraordinaire parce que là, tu peux vraiment... Enfin, moi, j'ai pu vraiment aller là où je voulais aller dans ma pratique, que je n'arrivais pas à proposer dans un cadre présentiel, qui était déjà le rendez-vous. Pour moi, c'est pas lié spécifiquement au confinement, tu vois. C'est lié à le champ des possibles dans le cadre du confinement m'a permis d'ouvrir un champ de ma pratique et de le vivre, alors que jusqu'à maintenant, j'ai toujours été en empêché, puisque moi, je travaille sur une transmission contemporaine de savoirs ancestraux, ou en tous les cas très anciens, qui viennent de rituels. Et l'idée du rituel ici, c'est quelque chose qui est totalement contraire. C'est-à-dire que on propose des choses qui sont de plus en plus de l'ordre de la distraction. On vous demande toujours de faire quelque chose qui permette aux gens d'aller vers. Donc, il n'y a pas... C'est très rare les champs où les gens doivent faire le boulot pour aller vers cette chose. On essaye de trouver des écrans qui permettent aux gens de vivre une découverte. On est dans l'univers de la découverte, on est tous le Christophe Colomb du quotidien, et donc on découvre des pratiques. Mais c'est tout. Et moi, mon principe de travail, le principe de base du rituel, c'est la répétition. Comme toutes les choses qui viennent du traditionnel, comme la culture, comme l'agriculture, comme faire un tapis, toutes les choses qui viennent de la tradition sont basées sur la répétition. Elles creusent ce que je pourrais appeler un champ d'âme. Et cette répétition du printemps, on est tous en train de s'extasier devant les lilas, les fleurs et tout, mais ça c'est tous les printemps, mon pote. Mais ce qui fait la différence, c'est le contexte où tu les observes. Et c'est ça le principe de la répétition magnifiée. C'est-à-dire, donc, ces femmes qui sont venues à chaque fois, elles ont découvert un aspect de cette pratique de la répétition sans que j'aie à faire de pédagogie. Et c'est ça, pour moi, qui est extraordinaire. J'ai une méthode qui est autre chose que la pédagogie. J'ai une analyse. Et là, d'être dans ce rendez-vous avec des personnes qui me donnent la chance de venir tous les jours, qu'elles soient totalement débutantes en pratique corporelle ou qu'elles aient un niveau avancé. Ce qui est intéressant, c'est comment elles explorent au travers de leurs propres sensations un domaine aussi immense que la connexion à l'énergie de la Terre, le rapport aux éléments cosmiques dans un univers tellement quotidien. Et c'est ça que moi j'ai vécu dans les rituels que j'ai connus, puisque ce sont des rituels populaires qui ne sont pas comme ça des temps... C'est dans la vie. Le Ma'alem, le maître de cérémonie, il est en train de faire ses incantations et l'autre il regarde le foot en faisant les rythmes. Donc tout est dans tout. Et là, j'ai eu cette chance. Il y a le temps du matériel et le temps de l'extase. Puisque les gens, ils viennent pas me voir et ils me disent « Bon, je te dois combien? Vas-y, donne-moi ton mail et tout ça. » Non, ça c'est déjà réglé. Donc, quand on se retrouve, on est dans le temps du temps, dans le temps du rituel. Et on ne l'appelle même pas rituel, il se nomme ainsi, puisque un rituel c'est d'abord une structure avant d'être une nature. C'est un contexte. Donc il y a avant le rituel. Les femmes s'inscrivent juste avant de venir voir le cours. Donc à un moment elles disent voilà, à cette heure-là, moi je serai là. Et on ne peut plus se faufiler. On est là parce que l'appel se fait à une certaine heure. Si vous ne répondez pas, vous ne pouvez plus participer. Donc, il y a ce sens de la présence. De la présence qui a fait son avant-présence. C'est-à-dire qu'il s'est préparé puisque j'appelle les gens 10 minutes avant. Alors, et ça, en plus... Alors moi, ça ne me concerne pas. J'ai pas interviewé, j'ai pas posé la question aux autres participants. Mais il y a que
que, vous savez, moi j'ai une femme qui est à Amsterdam, j'en ai une autre qui est au Portugal, j'en ai une autre qui est à Marseille, j'en ai une autre qui est à Paris, il y en a une autre qui est à 2 rues de moi. Et tout à coup, on fait, en fait, moi j'appelle le groupe et je visualise parfaitement ces points. Et ces points, ils forment une constellation. Donc ce n'est plus ce que moi je ne supporte pas dans l'enseignement, qui est la relation verticale. Donc c'est un champ d'investigation qui pour moi s'inscrit parfaitement dans la transmission. Moi j'entends des gens qui disent qu'ils souffrent beaucoup du fait qu'il n'y a plus de relations, mais moi c'est le contraire. Bon, moi je suis une solitaire. J'ai beaucoup plus de relations avec le monde aujourd'hui dans cette situation que dans un monde où en fait on se voit, on n'a pas le temps, il n'y a pas le temps. On vient pour faire des choses, on a un temps circonscrit, on s'en va. Non, pour moi c'est pas ça le temps de la relation. Là j'ai le temps de la relation. Et j'ai le temps de la relation parce que je choisis avec qui je suis en relation. Et pour moi c'est essentiel. Pour moi l'espace n'est pas un vecteur de communication. C'est la connexion qui est un vecteur de communication. Bon. Après, il y a le rapport de la peau, effectivement, il y a le rapport du corps. Et il y a... Donc là, après, je pourrais, tu sais comment je suis, hein, je peux encore te philosopher pendant 10 heures, mais je voudrais reprendre à la pratique, tu vois. Et donc, ça m'a fait aussi comprendre une chose, c'est que tout le monde parle d'ancrage. Alors là, c'est le grand mot... Avant le confinement, hein, il y a beaucoup de pratiques d'ancrage et tout. Et je me rends compte, avec ce groupe privilégié, avec qui j'ai la chance que mes élèves me communiquent leur expérience au jour le jour, qu'en fait, je me rends compte que c'est une option, finalement, qui est très abstraite. On s'ancre. Alors que c'est un rapport, c'est pas quelque chose de philosophique, l'ancrage. C'est vraiment quelque chose de physique. Et donc je me retrouve avec plein de personnes qui viennent partager les ateliers et qui me disent je comprends l'ancrage, mais exactement comme quand vous voyez une fleur pousser. C'est quelque chose de complètement physique. Et donc, de trouver un espace aujourd'hui où on est, on va dire pour la première fois pour beaucoup d'individus, en Europe, en Occident, confrontés à subir une situation où nous ne sommes plus libres. Avoir la possibilité de comprendre ce qu'est l'ancrage de manière physique, de manière tangible, c'est-à-dire se reconnecter à l'énergie terrestre qui est là. Physiquement, c'est pas un truc comme ça faussement spirituel, c'est une réalité. C'est-à-dire que nous revenons à ce que nous sommes naturellement. Parce que là, on n'a pas d'autre salut. Cette pratique, le hal, l'état de présence, qui part des exercices physiques à la connexion à la nature et aux éléments cosmiques, aux éléments telluriques, permet de revisiter le corps comme un élément essentiel, primordial. Donc ça, c'est fondamental aujourd'hui, puisqu'on n'a pas l'espace. Dans cette période et par les cours, il faut que j'invente. C'est-à-dire, où je décide de rester, comme beaucoup de gens le font, on fait des cours sur Internet, on se positionne, comme m'a dit quelqu'un, pourquoi vous faites, parce que mes cours sont payants, pourquoi vous faites ce prix, faites un prix moins cher, vous pourrez ravir beaucoup plus de monde. Puisque c'est ça qui se passe, je profite de cette situation pour encore plus affirmer ce que je veux faire. C'est-à-dire que dans un monde où on veut être distrait, moi je parle de répétition, et donc j'ai des gens qui sont d'accord pour comprendre que la répétition est la base de la création, car la création a besoin d'ennui. C'est ça, son essence. Le fait de dire ça me sort du champ marchand de ma pratique. Et je dis, nous sommes dans des grottes, nous sommes en prison, car on parle de confinement, mais c'est un véritable emprisonnement, puisque si vous n'avez pas votre papier, vous êtes pénalisé, donc là vraiment, et en plus nous sommes nos propres gardiens. Et les gens qui gèrent cette prison ne nous donnent même pas des consignes claires. Donc, pour moi,
je me détermine dans mes choix et dans les gens avec qui je veux faire des choses. Il n'y a pas de survie économique. Pour des gens comme moi, il n'y en aura pas. Mais par contre, mes parents n'avaient pas de biens non plus, mes arrière-grands-parents, et on a vécu. Et on est là. Et moi, j'ai moi-même un fils. Donc ça veut dire que ces questions-là peuvent être dépassées. Et donc, c'est court, c'est-à-dire d'être en contact avec les gens, au cœur de ma pratique. C'est-à-dire le sens de ma vie, puisque moi, ce que je fais, c'est ma quête, c'est ma recherche. Ça me permet d'affirmer ce que je suis, où je suis. Je n'ai jamais voulu subir, donc je ne vais pas subir. Je décide aujourd'hui de dire ok, c'est ça, donc je vais aller vers un nouveau monde, celui où je peux construire ma survie économique et spirituelle. Et donc je ne donne plus des cours, je rencontre les gens autour de ma pratique. Je suis contenta et aussi curiosa de la proposition qu'en Italie je l'appelais danse parlate. En français peut-être danse parlée, on danse les mots. Dans ce moment, c'est impossible d'être ensemble à danser. Mais j'ai pensé que nous pouvons faire des autres choses ensemble. Dédier une petite place, un petit temple, un terroir que nous partageons. C'est le terroir du monde autour de la tarentella. Alors j'ai commencé à ricevere beaucoup de matériaux, beaucoup de lettres, des mails, des dessins, des poésies. Alors s'ouvre un monde artistique très riche, votre monde artistique très riche. Et je suis, c'était formidable. Merci. Alors je veux commencer à faire des vidéos très short. Et dans ces vidéos, nous commençons à faire un ping-pong, un exchange sur les éléments, les questions, des interrogatifs, des choses à réfléchir que vous m'avez écrit. Aujourd'hui, je commence avec 2 éléments. Seulement, j'ai choisi ces éléments ici seulement parce que je l'ai trouvé souvent, fréquemment dans votre lettre. Vous savez que je parle français comme ça. Je chiedo perdono, mais je crois et j'espère que la communication va marcher. Alors, la première question, la personne avec des autres personnes demande d'où vient le sentiment d'appartenance au monde de la tarentella que je sens et je ne suis pas du sud d'Italie. Alors, Giulia, moi aussi, moi je ne suis pas du sud d'Italie. Tout de suite, je veux dire et répéter peut-être pour vous que le travail que nous faisons ensemble dans les workshops sur la tarentella, sur le monde de la tarentella, c'est ma perspective personnelle sur sa monde, sur sa culture, sur sa danse. Et ça veut dire que je suis très intéressée dans sa perspective d'aller à une distillation. Et dans sa distillation, je trouve que la danse de la tarentella commence pour une expérience de crise. Commence quand quelque chose a commencé, nel rito. Quand la vie ordinaire, ça ne marche pas. Il y a quelque chose, quelques nœuds entre nous qui pressent
et trouve une façon de sortir, des explosions peut-être, dans les mouvements, dans la danse avec sa musique formidable. Alors c'est une chose, c'est une question de communication entre les personnes. Il y a personne qui veut dire quelque chose à autre personne, qui écoute et qui regarde. Alors peut-être je danse pour être écoutée et être regardée. Alors c'est une communication. C'est une chose très simple, mais c'est très, pour moi, c'est starting point. C'est le début de tout. Et nous retournons à ça. Alors, dans cette expérience, nous parlons d'une expérience très humaine, une expérience universelle. Parce que la tarantella fait une connexion entre notre racine, les radici. Nous s'approchons à la tarentelle du sud d'Italie, mais dans ces approches, nous allons aussi dans notre sud. Alors les latitudes et les longitudes, nord, sud, est et ovest. Un autre élément que j'ai trouvé beaucoup, la personne écrit « J'ai la tendance à avoir une grosse tête ». Ça veut dire, elle dit trop tête, beaucoup de ces choses là-bas, et le corps est plus perdu, est plus fragile, on ne les sent pas beaucoup. Oh, bien sûr, c'est possible de faire des exercices, des travail pour mettre harmonie dans les bas et les hautes, entre les bas et les hautes du corps, la gauche et la droite, l'intérieur et l'extérieur. Mais c'est très intéressant que la personne écrit la solution. Alors elle la sait. Parce qu'elle écrit après douceur avec soi-même. Voilà la solution pour ces problèmes, pour ces petites oppositions. Essayez à être douce. Douce avec la tête, douce avec le corps, et quelque chose passe. Et elle écrit encore, la musique de la tarentella est plus forte que ma tête. Alors, ça veut dire quelque chose, parce que peut-être la musique est entrée plus fort entre toi, parce que tu as libéré un peu de place, hein? Tu as fait un peu de vide pour sentir, écouter plus subtil sa musique. Alors c'est plus facile, parce que la musique fait tout suivre. La musique te donne beaucoup de puissance et tout suivre. Et alors ces harmonies, ces connexions avec tête et corps commencent à être un peu plus vives. Je crois que j'arrête, et je crois que dans les prochaines vidéos, il faut parler de la musique. Je les remercie et l'embrasse très fort. Fermati te la caga carcerata quando t'aggiù incontrata sola ma sola me sola quando t'aggiù incontrata sola lasciami uscire bella strada
la suzzitella perdu la fortuna, oh la fortuna a me, la fortuna, che suzzitella è perdu la fortuna. Vendi stasera la mia camerata, la mia mamma non c'è, mi corgo sola, mi corgo sola a me, mi corgo sola, la mia mamma non c'è, mi corgo sola. E buonasera a lei, porta in serata, pazienza ne no, so su sola, ma non su sola a me, ma non su sola, pazienza ne no, non su sola. Tutte le colpe le da giù lassata, quando da giù incontrata, ma sola sola, ma sola sola a me, ma sola sola, quando da giù incontrata, ma sola sola. Bionda, bella bionda, è una canzone di Chess, veramente, assolutamente. Wow. Non la conosci? No. Quando ero piccina, mio papà mi portava a ballare, mi diceva Marietta vien grande, mi diceva Marietta vien grande. Quando ero piccina, mio papà mi portava a ballare, mi diceva Marietta vien grande, che ti voglio maritare. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amore. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amore. All'età di 15 anni, giovinetta son divenuta, ho una bimba che chiama già mamma, ma non ha conosciuto il papà. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amore. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amore. Perché le fanno tutte bionde? Rituale del lunedì pasquale siamo in presenza di una tradizione vecchia che viene dai grecolatini, che avevano sul posto della Madonna dell'Arco in questo paese avevano una palestra dove si faceva questa corsa. Un altro aspetto collegato è quello della trance. La parte italiana non usa della parola trance, dicono crisi sempre, crisi. E la gente locale, i medici dicono svanimento. Perché? Prendiamo il discorso del medico del pronto soccorso di la Madonna dell'Arco che abbiamo intervistato, che ho incontrato. Lui è d'accordo per dire che questi svanimenti, quando sono autentici che quando non c'è teatro, alcuni crisiachi che vanno in crisi, come dicono loro, che sono svaniti, sono rigidi, e questa rigidità delle gambe, dei bracci, questa rigidità estrema si chiama catatonia, e il medico la considera come isterica. Non c'è più nella vita quotidiana italiana, napoletana. L'isteria di oggi non è con catatonia, non c'è l'arco isterico. Questi sintomi, questa fenomenologia dell'isteria classica, della grande isteria, diceva Charcot,
questo non c'è più, solo c'è alla Madonna dell'Arco. Come mai? Sì, il modello isterico è scomparso nella quotidianità da tempo, da un secolo forse, dal tempo di Charcot è scomparso. Il medico della Madonna dell'Arco si dice che sono due forme isterici: l'isteria dell'ospedale, l'isteria quotidiana, l'isteria moderna, che è isteria sociale, dice. Nella Madonna dell'Arco rimane questa forma che lui chiama isteria di fede. La mia convinzione si trova perché è preparata, è preorganizzata. Significa che è una forma culturale e che questa è la trance. La trance è uno stato modificato di coscienza, ritualizzato, organizzato socialmente. Un comportamento specifico che ha qualcosa da vedere con l'isteria, ma non è l'isteria nel senso unico patologico, è una isteria culturalizzata, organizzata. Significa che è un comportamento religioso specifico che noi chiamiamo trance. Allora, adesso ti invito. La Madonna delle Vergini, no, ci sono le 7 Madonne napoletani e c'è questa delle Vergini che è veramente legata alla fertilità. E lì tutti i canti in effetti che si fanno sono questo atto d'amore non verso la Madonna, nel senso che Madonna delle Vergini era la terra fondamentalmente. Sono riti precristiani, la cultura agropastorale ha un forte legame con tutto ciò che è la ciclicità. Se già solo vogliamo riflettere a livello di forme coreutiche, il cerchio banalmente è l'elemento onnipresente che accompagna tutte le forme di danza, che sia in una dinamica a giro, che sia in una dinamica di fronteggio tra i due danzatori, c'è sempre una ricerca di questo andamento circolare, di questo cerchio, di questo uroboros che è inizio e fine allo stesso tempo, quindi non c'è soluzione di continuità, dove qualcosa inizia riparte poi di nuovo la vita. C'è una forte simbologia anche con gli elementi della natura, con la luna, il sole, la luna in questo andamento circolare, la luna ha un andamento sappiamo irregolare, quindi proprio dal punto di vista delle caratteristiche del movimento lo rivediamo. Ovviamente sono contenuti inconsci, che sono forme archetipiche, non stiamo parlando necessariamente di danza che vuole essere imitativa, molte volte sono più forme astratte, però sicuramente tutto ciò che è un richiamo al mondo della natura e poi si trasferisce alle forme del canto, quindi quelli sono i contenuti, cioè dal ripercorrere la quotidianità del lavoro che caratterizzava la cultura agropastorale, quindi il lavoro nei campi, il lavoro che è fortemente influenzato da quelle che sono le stagioni, per cui si fanno le cose secondo quello che è il periodo. Ci sarà un periodo per la semina, ci sarà il periodo dell'attesa, questa nostra attesa, il periodo in cui nell'inverno, una volta effettuata la semina, le comunità stavano in quell'immobilismo che a noi oggi c'è difficile vivere. Quindi quando diciamo rifacciamo appello al passato per così cercare di ottenere delle risorse, degli elementi per orientarsi anche nel momento presente, vuol dire senza avere una visione anacronistica, senza voler ripercorrere necessariamente dei modi, dei gesti che sicuramente non sono più dei nostri corpi, però c'è qualche cosa che sicuramente ci può aiutare a riflettere e fornire degli strumenti per vivere anche una situazione attuale.
poi ci sta manifestando a tutti i livelli la natura di questa sua potenza, tra virgolette, perché vediamo immagini di città in cui domina il deserto umano e vengono prese, tra virgolette, d'assalto da ogni specie animale. E quindi questo è tutto ciò che è la vita dell'uomo. Non va concepito la danza, il canto, la musica di tradizione popolare come qualcosa di distaccato da quello che è l'universo che le persone vivevano. Quindi era assolutamente una forma di espressione di quello che loro vivevano nella loro quotidiana, dalla vita alla morte, dalle relazioni agli amori, il femminile, il maschile, amore e sdegno abbiamo detto. E il tema della sessualità è un tema che veniva affrontato tramite la cultura il canto popolare, tra virgolette. Era un modo per dire delle cose che diversamente non sarebbe stato possibile dire. Nei canti all'altalena, il fatto di poter cantare, di poter far udire in lontananza la dichiarazione di amore, magari all'amato che era lontano, comunque nel quartiere, ma lontano dall'uscio. Come i canti dal balcone. Delle forme, un modo per delle forme che permette di dire pur senza rivelarsi totalmente. Cioè riesce, tra virgolette, a mantenere quella dimensione domestica, intima, degli affetti che non andava, tra virgolette, ostentata. Il tema della sessualità nel canto di tradizione popolare è iperpresente, ma sempre ricorrendo a dei simboli, che sia la cerva o comunque tutto ciò che riguarda il femminile, il maschile, l'unione, il tamburo. Se andiamo a rivedere i fraseggi, i versetti, gli stornelli salentini, abbiamo esempi a iosa. E trovatela necessariamente, e sta scaglia amore di dos più grande, e sta strada l'amore non gli vogliono cante, si scaduto l'amore dalla mente, ma si scaduto da cuore dalla mente, si scaduti da stupetti tante, ma si scaduti da stupetti tante. E l'ora che t'amavamo benipende, e l'ora che ti amavamo benipende, e marinai d'amori fatti avanti, e marinai d'amore fatti avanti. Trovo